Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction, par Jacques-Olivier Boudon. La cour se définit d'abord comme l'entourage du souverain. Elle se compose donc de courtisans qui sont tout à la fois des hommes ou des femmes au service des empereurs, des représentants de l'ancienne noblesse, des anoblis récents, des personnalités de renom, artistes ou savants par exemple, voire des étrangers, diplomates notamment. Tous ont la particularité de rayonner autour du souverain, qui forme le centre de la cour. Mais au-delà des courtisans, la cour définit aussi un espace qui s'identifie au palais où réside le souverain. L'expression « aller à la cour » montre bien qu'il s'agit d'un lieu, mais un lieu qui n'est pas fixe. La cour peut se déplacer. Elle est dite alors ambulatoire, allant d'un château à l'autre, transformant en fonction des lieux, les activités qui composent la vie de cour. Celle-ci répond à des règles, l'étiquette remise à l'honneur dès le Premier Empire sur le modèle de l'Ancien Régime. L'étiquette comprend l'ensemble des règles faisant de la cour une société à part entière qui est de ce fait un microcosme au sein du reste de la société, et cherche à en être le modèle. Certes, Napoléon a allégé le rituel autour de sa personne, mais il n'en demeure pas moins le centre de l'attention. Lorsqu'il décide par exemple dès 1802 de se rendre à la messe le dimanche, dans la chapelle des Tuileries, aménagée pour l'occasion, il signifie par là qu'il est le chef d'un État en grande majorité catholique et qu'il souhaite encourager la reprise du culte, garant à ses yeux de l'ordre social. La cour est aussi un lieu qui peut fonctionner en vase clos. Elle est à la fois le centre de l'activité politique du pays et un lieu de loisirs, si tant est que l'on puisse toujours faire la différence entre l'action politique et le délassement. Les chasses, comme les repas, sans parler des bals, sont autant d'occasions de faire avancer les affaires de l'État. La faste de la cour doit en imposer aux étrangers. Elle doit incarner la grandeur de la France. Elle est de ce fait une vitrine particulièrement lors des grandes manifestations qui marquent les deux empires et associent des représentants des cours étrangères, sacres et mariages de Napoléon, congrès de Paris, baptême des princes impériaux ou visite des souverains étrangers. La cour englobe enfin les institutions qui l'organisent, à commencer par la maison de l'empereur, véritable administration qui régule la société de cour, mais avec laquelle elle ne se confond pas. La cour fait aussi naître une activité économique qui conduit à employer un personnel nombreux pour favoriser les plaisirs des courtisans, sans parler des commandes de toutes sortes, de la nourriture au mobilier, en passant par les œuvres d'art, qui font vivre une multitude de fabricants et de fournisseurs. Mais la cour est avant tout le cœur du pouvoir impérial, si bien que la connaissance de l'histoire des cours est essentielle pour comprendre le fonctionnement des régimes monarchiques que sont le Premier comme le Second Empire. L'histoire des cours au XIXe siècle a longtemps fait l'objet d'un certain dédain, malgré quelques rares travaux pionniers notamment ceux de Philippe Mansell. Ce n'est pas un hasard si le nouveau regard porté sur les institutions monarchiques de la France post-révolutionnaire est venu d'Angleterre, pays resté très attaché à l'histoire de la royauté. Ses premières réflexions sur la cour ont depuis, fort heureusement, suscité des émules, si bien qu'aujourd'hui on dispose de plusieurs études à la fois sur les institutions curiales et les hommes qui les animent, ainsi que d'une récente synthèse venue à son heure. Les historiens et historiens d'art se sont aussi intéressés aux lieux où se déploie la vie de cour, à commencer par le château des Tuileries qui fait en quelque sorte le lien entre les deux empires. Investi par Napoléon Bonaparte dès le mois de février 1800, en un geste qui préfigure la restauration de la monarchie, il est abandonné par l'impératrice Eugénie au soir du 4 septembre, puis incendié par la Commune et finalement détruit par la Troisième République, sort également partagé par le château de Saint-Cloud. Cette décision manifeste une volonté d'effacement d'un régime honni, généralement associé à l'image de la fête impériale. De Fontainebleau à Compiègne, la cour prend aussi l'habitude de se déplacer, voyage que l'apparition du chemin de fer rend plus aisé sous le Second Empire. Les études que l'on va lire visent à approfondir l'analyse du rôle de la cour, en revenant sur son installation, dès l'époque du consulat et sur son fonctionnement, en s'intéressant aux organes qui l'animent, en l'occurrence la maison de l'empereur, imitée du modèle d'Ancien Régime qui fournit le cadre et les grands officiers qui permettent de la faire vivre. Il sera aussi question de la maison des enfants de France, création d'autant plus importante qu'elle vise à encadrer la formation d'une quatrième dynastie. Les lieux vers lesquels se déplace la cour seront observés, de Saint-Cloud à Compiègne en passant par l'Élysée.
On s'intéressera aussi aux principales activités de la cour, aux dîners qui y sont donnés, aux réceptions des souverains étrangers, aux cérémonies religieuses qui y sont organisées, afin de comprendre comment la cour sous le premier comme sous le second empire joue un rôle à la fois dans le domaine politique et diplomatique, est un observatoire de la manière dont les empereurs entendent imposer leur vue non seulement à la France, mais à l'Europe, avec des succès mitigés puisqu'ils ne sont parvenus ni l'un ni à l'apostrophe. Autre affaire de la cour et des courtisans, un rempart capable de défendre leur régime dès lors qu'il est confronté à l'adversité. Les textes qui suivent reprennent les communications qui ont été présentées lors du 4e colloque organisé par la ville de Rueil-Malmaison, dans le cadre des activités de Rueil-Ville impériale. L'auteur de ces lignes est donc très heureux de dire sa gratitude au maire de Rueil-Malmaison, M. Patrick Ollier, pour le soutien apporté à cette manifestation scientifique, à M. Olivier Delasserre, adjoint aux affaires culturelles, et à Carole Berthet, directrice de la médiathèque de Rueil et désormais directrice de la culture, ainsi qu'à toute son équipe. Abréviation. AHAP, Archives historiques de l'archevêché de Paris-An, Archives nationales Paris. BNF, Bibliothèque nationale de France. La cour consulaire par Charles-Éloi Vial. Né sujet du roi Louis XV, Napoléon n'avait de Versailles qu'une image lointaine. Tout comme Joséphine, il n'avait jamais connu les fastes de la cour des rois de France. Tous deux ne les connaissaient que par ouï-dire, par des rumeurs. Bonaparte se disait toujours fermement indigné de l'oisiveté des courtisans et des dépenses effarantes de la cour de Louis XVI, tandis que Joséphine, qui avait sans doute rêvé d'être présentée à Versailles, était plus intéressée par les récits des fêtes, des dîners, des bals et des concerts que par le bon goût, les manières gracieuses et le bon ton qui régnaient à la cour des rois de France. On sait par exemple qu'elle fréquentait sous le directoire le ci-devant duc de Nivernais, et que parfois, tard le soir, ce dernier demandait à Joséphine de fermer les portes du salon, de congédier les domestiques. Là, presque en secret, il racontait à Bonaparte et à son épouse ses souvenirs de l'ancien temps en leur disant « Parlons de l'ancienne cour, faisons un tour à Versailles ». Dès le départ, Napoléon Bonaparte devait donc avoir une vision partagée sur la cour. Il s'agissait, il l'avait compris, d'un outil de pouvoir phénoménal, mais qu'il fallait soigneusement régler et surveiller afin de ne pas sombrer dans la débauche, dans les excès ou dans les dépenses. Il garda ses idées en tête toute sa vie, et les mit dès le départ en pratique. La cour qu'il rassembla autour de lui après le 18 Brumaire fut avant tout une initiative personnelle, plus qu'un symbole de résurrection monarchique. Instaurée pour accompagner le renforcement de l'autorité du nouveau premier consul, modelée selon ses besoins et adaptée à la pratique de son pouvoir, la cour consulaire ne devait d'ailleurs au départ absolument rien à la tradition royale. Comme en effet justifier son existence alors que le régime était encore officiellement une république? Progressivement, les banquets, parades et réjouissances publiques, qui évoquaient plutôt la période révolutionnaire, furent remplacés par des événements plus monarchiques, comme la messe dominicale, les audiences diplomatiques et les cercles dans les grands salons des Tuileries. L'apparition de ces cérémonies et d'un embryon d'étiquette, de même que de nombreux témoignages, montre l'extraordinaire rayonnement de cette cour consulaire dans une Europe où régnaient des monarchies traumatisées par les guerres révolutionnaires et l'avènement d'un régime républicain en France. Cette nouvelle institution curiale était alors le symbole de la réussite d'un seul homme, et non pas l'héritage de siècles de tradition monarchique. Ce n'est qu'après 1804 que cette cour fut réformée et que les anciens usages furent adaptés au profit du nouvel empereur, dont l'entourage prit alors de plus en plus le ton de Versailles. Avant de parvenir à rivaliser avec le faste des Bourbons et des autres cours d'Europe, Bonaparte dut donc passer par 4 années d'apprentissage du pouvoir, mais aussi de ses apparences. Une résurrection inattendue. On aurait pu croire qu'après le 10 août 1792, les Français en avaient définitivement fini avec la cour. Les Tuileries avaient été pillées, le château de Versailles avait failli être démoli avant d'être transformé en musée, et les traditions de la cour de France avaient été définitivement abandonnées. Pendant longtemps, le terme de courtisan fut considéré comme une insulte, et le fait d'être comparé à un monarque pouvait être une attaque politique mortelle. Le directeur Barras, qui avait fait l'acquisition d'un ancien château du comte de Provence où il chassait à court,
fut ainsi violemment attaqué par la presse dans les mois qui précédèrent la chute du Directoire, complètement décrédibilisé et renversé par Bonaparte, perçu pour sa part comme un républicain pur et dur, revenu auréolé de prestige de sa campagne d'Égypte. Curieusement, c'est dans une ancienne résidence royale, Saint-Cloud, que se joua la prise de pouvoir du futur empereur. Après un bref passage au palais du Luxembourg, en février 1800, le couple Bonaparte déménagea au palais des Tuileries, l'ancienne résidence de la cour royale entre le 6 octobre 1789 et le 10 août 1792. Dès lors tout changea, Bonaparte s'installait chez Louis XVI. Il ordonna de faire disparaître les bonnets phrygiens et les graffitis révolutionnaires en s'exclamant « Faites-moi disparaître tout cela, je ne veux pas de pareilles saloperies ». En déménageant, le premier consul prenait aussi possession d'un des centres névralgiques du pouvoir révolutionnaire, là où après le 10 août 1792 le comité de salut public et la Convention s'étaient installés. Sans courtisans et sans mobilier, ces grands salons délabrés faisaient cependant peine à voir. Il fallut peu de temps avant de voir à nouveau la foule s'y bousculer. Une cour révolutionnaire ? Les premières fêtes du consulat devaient encore beaucoup à la Révolution. Durant les années 1800 et 1801, le premier consul offrit ainsi à plusieurs reprises des fêtes patriotiques, dans la droite lignée de celles organisées sous la Révolution. Il s'agissait de célébrer les victoires militaires, la signature de traités de paix, ou de grands événements comme l'anniversaire de la prise des Tuileries le 10 août ou de l'abolition de la royauté le 20 septembre. Le 21 mars 1801, 30 Ventose en neuf, à l'occasion de la paix de Lunéville, il offrit par exemple une fête en plein air aux Parisiens, précédée d'une revue militaire et d'une apparition publique au balcon des Tuileries. Au début des négociations de paix avec l'Angleterre, le 9 novembre 1801, 18 Brumaire en 10, il y eut une imposante fête de la paix, aux Tuileries avec un vol de montgolfière, un défilé présidé par le premier consul et une illumination du palais. Avec de telles festivités, on pouvait croire que la représentation se limitait à l'extérieur du palais des Tuileries. L'idée d'impressionner les Parisiens par un faste éclatant était sans doute venue très tôt à Bonaparte, qui s'était exprimé en voyant arriver les riches attelages de l'ambassadeur de Prusse à Paris en octobre 1800. Cela impose, il faut de ces choses-là pour le peuple. Il fallait donc impressionner, et la meilleure preuve en fut l'organisation des revues de la garde consulaire dans la cour des Tuileries tous les quintidis, qui attirait une grande foule. Mais si le peuple était rassemblé dans la cour, aux fenêtres du premier étage du palais, on commençait aussi à voir du monde. Les visiteurs de marque venus de l'étranger, les ambassadeurs, des hauts gradés, militaires et dignitaires du nouveau régime, autrement dit les premiers courtisans du premier consul. À l'été 1801, Bonaparte s'était risqué à organiser quelques fêtes chez le traiteur Véry, près du jardin des Tuileries, qui avait pour la circonstance orné sa salle de restaurant de trophées militaires et de drapeaux tricolores. L'ambiance était encore très révolutionnaire, bien loin de la cour de Versailles, mais l'idée d'offrir une réception à des invités choisis fit vite son chemin. Dans les semaines qui suivirent, Bonaparte présida ses premiers grands dîners d'État. Ces événements exceptionnels, organisés à l'occasion de la signature de traités de paix, s'inscrivaient eux aussi dans la tradition des banquets républicains. Depuis 1794, ces repas où tous les assistants étaient réunis autour d'une grande table en signe d'égalité, avaient été le principal rituel de mise en scène du pouvoir politique. Les derniers événements de ce genre avaient été offerts au général Bonaparte par le Conseil des 500 dans la galerie du Muséum, le 20 décembre 1797, 30 Frimaire en 4, ou encore le 6 novembre 1799, 15 Brumaire en 8. Ce tout dernier banquet, quelques jours avant le coup d'État du 18 Brumaire, organisé dans l'ancienne église Saint-Sulpice, rebaptisée Temple de la Victoire, et orné pour l'occasion de riches draperies et de drapeaux avait fait sensation, quelques jours avant la chute du régime directorial. Il avait réuni 700 convives. Le consulat commença par continuer cette tradition, née avec la Révolution. Ce fut par exemple le cas de celui offert aux négociateurs américains à Mortefontaine, le 3 octobre 1800, 11 Vendémiaire en 9, après la signature du traité franco-américain. On sait d'ailleurs que les premières fêtes organisées à Mortefontaine furent un fiasco complet, avec une organisation catastrophique.
il manquait encore à la maison strictement militaire du premier consul le savoir-faire des anciens menus plaisirs du roi, celui du grand chambellan, du grand maître des cérémonies, ainsi que la domesticité surabondante des cuisines et de l'office du château de Versailles. En juin 1801, le premier consul reçut le roi et la reine d'Étrurie, sous le nom de comte et comtesse de Livourne. Il s'agissait des premiers Bourbons à revenir en France depuis la Révolution. Il tenta alors, pour la deuxième fois, de déployer un faste véritablement monarchique, avec cette fois-ci plus de succès. Bonaparte invita ses prestigieux hôtes aux Tuileries et à Malmaison. Talleyrand leur offrit une fête mémorable à Neuilly le 8 juin, le ministre de l'Intérieur Chaptal une autre le 12 juin et Berthier le 14 juin. Ces démonstrations tout à fait royales semblaient ressusciter les pompes de Versailles sous l'empire de Louis XIV, nota un ministre espagnol. Il ne faut sans doute pas exagérer. On sait par exemple grâce à Fontaine que l'immense tente commandée pour un dîner champêtre à Malmaison fut considérée comme trop grande et trop chère par Bonaparte, qui en refusa la livraison. Ces premiers dîners et événements officiels montrent malgré tout que la vie publique du premier consul avait commencé à s'organiser à l'intérieur du palais, et non plus seulement à l'extérieur. Début 1801, Bonaparte organisa des petits dîners, réunissant quelques responsables politiques. Par exemple, le 6 février, il réunit aux Tuileries l'ambassadeur de la République helvétique, Stapfer, et celui du roi de Prusse, Lucchesini, qui s'entretinrent de la Suisse. Le 23 mars suivant, pour le dernier jour de la session législative, il souhaita marquer l'union et l'harmonie qui ont régné entre le corps législatif, le tribunat et le gouvernement, en conviant à dîner les 8 législateurs et les 4 tribuns qui avaient été successivement élus présidents de leurs assemblées pendant la session. Une cour de circonstances. Cependant, c'est surtout par la diplomatie que le premier consul découvrit les arcanes, les secrets, mais aussi les contraintes de la représentation du pouvoir. En effet, les usages qui entouraient la réception des diplomates étaient partagés dans toute l'Europe. Les ambassadeurs furent ainsi accueillis aux Tuileries pour recevoir leurs lettres de créance, et il fallut bien leur proposer des sièges et un buffet. Ensuite, ces ambassadeurs voulurent amener avec eux les étrangers de passage à Paris qui souhaitaient rencontrer le premier consul. En effet, la personnalité de Bonaparte fascinait ses contemporains. Le contexte de la paix d'Amiens favorisa notamment l'arrivée de centaines d'Anglais, désireux de le rencontrer. Dès le 6 mars 1801, au début des négociations entre la France et l'Angleterre, l'homme de lettres anglais John Gustavus Lemestre fut par exemple introduit dans un salon des Tuileries, où on lui servit du chocolat, de la limonade, des sorbets et des liqueurs, pendant que Bonaparte passait ses troupes en revue avant la présentation des étrangers. Au printemps 1802, le nombre des invités alla croissant. L'arrivée en France des centaines de visiteurs britanniques, pour la plupart nobles et fortunés, fut un formidable coup d'accélérateur pour le renouveau de la vie curiale aux Tuileries, Bonaparte se retrouvant d'un coup avec de nombreux lords anglais à sa porte, tous décidés à le rencontrer. Les recevoir avec le luxe dû à leur rang impliquait de mettre en place une intendance et un système de filtrage des visiteurs, avec des introductions, des invitations et des présentations. C'est à ce moment que le consulat innova, en inventant son propre cérémonial, l'usage de l'Ancien Régime, où l'on était présenté à la cour en assistant au grand lever puis en montant dans les carrosses du roi pour se rendre à la chasse, ne pouvant raisonnablement être repris. La formule qui fut finalement choisie, reposant sur une succession de recommandations et de présentations, était habile, car elle garantissait à Bonaparte de ne recevoir que la fine fleur des cours européennes. En contrepartie, elle entraîna mécaniquement l'instauration d'un embryon d'étiquette, comme le montre le parcours du courtisan relaté par le musicien Johann Friedrich Reichardt, ancien maître de chapelle de Frédéric II. Arrivé à Paris au début de l'hiver 1802, il dut d'abord produire une lettre de recommandation à l'ambassadeur de Prusse Lucchesini, fut ensuite emmené chez le ministre des Relations extérieures Talleyrand, invité chez les 2 consuls puis reçu par Joséphine avant d'être enfin présenté à Bonaparte. C'est ainsi que le système curial du consulat finit par naître. Tous les 10 jours, la revue militaire dans la cour des Tuileries fut suivie d'une réception du corps diplomatique et d'une présentation des étrangers. Ces derniers vinrent par centaines aux Tuileries, ce qui permit à cette cour toute jeune de renouer en partie avec l'éclat de la cour de Versailles,
qui avait attiré des voyageurs de marque de toute l'Europe. Ces présentations se doublèrent bientôt d'invitations à dîner, dont l'évolution reflète aussi la transformation rapide des usages. On y vit des conseillers d'État, des ministres, des diplomates et des militaires, mais aussi des aristocrates anglais, italiens, russes, espagnols ou autrichiens, curieux de voir de leurs propres yeux le général Bonaparte. La tradition du banquet, trop républicaine, tomba peu à peu en désuétude. En 1802, il était encore facile de réunir des convives dans la galerie de Diane ou un autre salon des anciens grands appartements du roi, autour d'une grande table. La demande croissante des étrangers désirant être présentés entraîna néanmoins l'instauration d'un nouveau cérémonial, beaucoup moins égalitaire, avec des petites tables rondes réunissant quelques convives, répartis dans une voire plusieurs pièces, et une table au centre accueillant le premier consul et sa famille. Un registre des invitations au dîner organisé toutes les 2 semaines aux Tuileries sous le consulat, conservé à la Bibliothèque nationale de France, montre ainsi qu'entre 1802 et 1804, le nombre de convives passa de 80 à 400 par dîner. Le retour des usages de Versailles. Avec ses présentations et ses dîners, la vie aux Tuileries, au départ plutôt familiale et militaire, devint donc bientôt internationale et aristocratique. Très vite, les dîners ne furent plus les seules occasions d'être reçus par le premier consul. En plus des réceptions, où le corps diplomatique présentait les visiteurs étrangers à Bonaparte et à son épouse, des cercles furent organisés dans les salons des Tuileries, ce qui reprenait cette fois-ci un usage de Versailles, où ils avaient en général lieu à l'issue du jeu de la reine. Selon l'ancienne étiquette, les femmes prenaient place sur des tabourets, les hommes restaient debout, et les monarques circulaient d'un invité à l'autre pour leur faire la conversation. Le retour de ce cérémonial oublié depuis 1792 choqua les contemporains. En revenant à Paris fin 1802, André-François Miot, ancien administrateur général des départements de Corse, tomba littéralement des nues. Il avait quitté une jeune république, et il eut presque l'impression de retrouver une monarchie séculaire. Quel changement pendant une absence de moins de 2 années. Les mœurs monarchiques qui, au moment de mon départ de Paris, commençaient à se montrer, avaient étendu partout leur empire, et le peu qui restait encore quand je quittais la capitale, des formes austères de la République ou de la Révolution, avaient entièrement disparu. Des livrées brillantes, des vêtements somptueux et semblables à ceux qui étaient en usage sous le règne de Louis XV, avaient succédé au mode militaire qui, pendant le cours de la Révolution, s'était glissé jusque dans les costumes civils. Plus de bottes, plus de pantalons, plus de sabres, plus de cocardes. Des bas de soie, des souliers à boucles, des épées de parade, des chapeaux sous le bras les avaient remplacés. Tout cependant n'était pas encore parfaitement établi. La gaucherie des uns, inaccoutumée encore à ces modes de cour, chez quelques autres l'irrégularité d'une partie de leurs vêtements où se démêlaient encore quelques traces de celui qu'on venait de quitter, présentait un coup d'œil assez bizarre. Dès cette époque, certaines franges de l'opinion publique reprochèrent d'ailleurs à Bonaparte de vouloir rétablir une monarchie à son profit. Le 1er décembre 1802, le Times conseilla d'ailleurs aux Anglais curieux de découvrir l'austérité des mœurs républicaines de se dépêcher de visiter Paris, celle-ci étant en voie d'extinction. Anne Plumptre, l'une des nombreuses Anglaises venues contempler le premier consul, nota quant à elle avec un certain humour que les Parisiens parlaient désormais entre eux de Monseigneur Bonaparte, et non plus du citoyen premier consul. Cette nouvelle cour éveilla donc bien des critiques, mais aussi des moqueries, comme pour cette chasse offerte à Bonaparte par Talleyrand, qui n'avait pas de gibier dans sa maison de campagne à Neuilly et qui dut faire acheter des lapins domestiques au marché. Le côté un peu guindé des soirées offertes par Cambacérès, Lebrun ou Talleyrand amusa aussi certains étrangers, tout comme la mauvaise organisation des bals du ministre de la Guerre Alexandre Berthier, où des milliers de personnes se bousculaient. Cependant, la cour consulaire, avec les Tuileries, Malmaison puis Saint-Cloud pour décor, des moyens et un personnel de plus en plus important, fut vite considérée comme la seule institution de taille à assurer la représentation de l'État. Bonaparte tenta d'habituer progressivement l'opinion publique à cette réapparition d'un apparat curial. La presse, de plus en plus étroitement contrôlée par le pouvoir consulaire, évita de commenter la renaissance d'un système de cour autour de Bonaparte. Seul l'ami des lois s'y risqua fin 1799, avant d'être interdit en mai 1800.
Ainsi, en relatant le dîner du 6 décembre 1801 qui réunissait 180 invités, dont les 2 consuls et ministres, tout le corps diplomatique, les fonctionnaires publics, plusieurs braves à qui des fusils ou des sabres d'honneur avaient été décernés, le journal des débats annonça prudemment que l'on n'a servi à ce dîner que du pain de 3 à 4 sous la livre, et que quoique moins blanc que l'autre, on l'a trouvé très bon et fort savoureux. À l'étranger au contraire, en avril 1802, le journal de Mannheim, dans un article hostile au premier consul, insinua qu'il s'apprêtait à ressusciter la cour de Versailles, en évoquant la description des bas de soie, des souliers à boucles d'argent et des habits brodés, les robes de plus en plus somptueuses, et en annonçant enfin que Bonaparte portait au pommeau de son épée le régent, le fameux diamant de la couronne du sacre des rois de France. La maison du premier consul. Tout comme plusieurs monarques européens, notamment celui de Grande-Bretagne, Bonaparte bénéficia très vite d'un embryon de liste civile, dont le fonctionnement fut repris de celle instituée pour Louis XVI entre 1790 et 1792. Le domaine de Versailles fut ainsi attribué au premier consul, en plus de Saint-Cloud et de son parc, et cela dès 1802. Le traitement de 500 000 francs par an accordé au chef de l'État fut porté à 6 millions dès le début de l'an X, septembre 1801. En puisant dans les caisses noires des ministères et en touchant les indemnités de guerre versées à l'État par le Portugal et par Hambourg, la maison encaissa en outre 32 millions en 4 ans. Cet argent finança l'ameublement et la restauration des palais, l'organisation des réceptions, la garde consulaire ainsi que l'entretien et l'habillement du personnel. À la veille du coup d'État, Bonaparte et Joséphine étaient servis par 14 domestiques. Au Petit Luxembourg, ils étaient déjà 30. Début 1804, 176 employés se pressaient aux Tuileries, que ce soit aux cuisines, dans les écuries ou les appartements. L'accroissement du personnel témoigne aussi de la nécessité de sans cesse recevoir plus de monde, et d'entourer le chef de l'État de plus de fastes. L'intensification de la vie de cour entraîna aussi une logistique de plus en plus considérable. Un des personnages les plus importants de la maison du premier consul était encore Pfister, intendant de Bonaparte depuis 1794. Bien que plein de bonne volonté, il n'était qu'un maître d'hôtel qui avait pris du galon. À l'automne 1801, au début de l'an X, quand Bonaparte se soucia d'organiser avec plus de rigueur l'administration du palais consulaire, le fidèle Pfister dut donc céder la première place à des administrateurs professionnels, dont la présence devait annoncer celle des grands officiers de la cour impériale. Le 12 novembre 1801, 21 Brumaire en 10, un règlement nomma d'abord 4 préfets du palais, qui furent désignés pour superviser le personnel, l'administration des cuisines et de l'office, l'argenterie, le chauffage, l'entretien et la surveillance des Tuileries. Les premiers d'entre eux furent Auguste Laurent de Rémusat, 1762 à 1823, qui devint premier chambellan en 1804, Jean-François Didlot 1769 à 1850, qui quitta son poste au bout de quelques mois quand il fut nommé ministre plénipotentiaire à Stuttgart en octobre 1802, Jean-François Fontaine de Cramayel 1758 à 1826, ancien introducteur des ambassadeurs à Versailles, qui devint maître des cérémonies en 1804. Celui qui resta en poste le plus longtemps fut Jean-Baptiste Charles Legendre de Lucé, célèbre gastronome, qui fut en outre chargé quelques mois plus tard de l'administration de l'opéra. Ce règlement précisa aussi pour la première fois quelques points de cérémonial. Le 20 novembre suivant, le général Duroc fut placé à la tête de ce qui était encore appelé l'état-major du palais consulaire. Il récupéra dans ses attributions tout ce qui concernait l'ordonnance des dépenses, de la police et de la surveillance du palais. De nombreux règlements de service à l'usage du personnel civil et militaire du palais furent imprimés, copiés et affichés aux Tuileries, à Saint-Cloud et Malmaison, mais aussi au tribunat, au Sénat et au corps législatif. Un premier règlement relatif à l'étiquette du palais fut rédigé en mars 1802. Il stipulait que les épouses des visiteurs étrangers devaient être officiellement présentées à Madame Bonaparte. Duroc se mit aussi à jouer le rôle de maître de maison, tenant table pour les officiers et dames de service et pour les aides de camp. Le 7 juillet 1802, ce dernier signa un règlement des entrées dans les grands appartements des Tuileries les jours de parade militaire.
Elles furent réservées aux officiers généraux, aux diplomates et aux personnes désireuses d'être officiellement présentées au premier consul. Prudent, il ordonna de ne pas annoncer publiquement par la presse cette décision qui rappelait trop Versailles et qui aurait pu déplaire à l'armée. Quelques jours plus tard, Giovanni Paisiello, l'ancien maître de chapelle de Catherine de Russie, compositeur du Barbier de Séville, appelé à Paris, fut officiellement chargé de la musique, à la fois profane et sacrée, jouée au palais du premier consul qui admirait depuis longtemps le vieux compositeur. Le 24 septembre 1803, un règlement général sur l'administration du palais fut rédigé par Duroc qui cumulait alors les fonctions de gouverneur des Tuileries et de grand maître du palais. Au même moment, Bonaparte confia la direction de ses écuries à un jeune colonel ambitieux, le ci-devant marquis Armand de Caulaincourt, futur grand écuyer. Peut-on dire à ce moment que Bonaparte était entouré d'une cour ? Il en prenait assurément le chemin, et le modèle versaillais était de plus en plus souvent invoqué. Comme le remarque Thibaudeau. Lorsque Bonaparte fut premier consul à vie, sa cour se trouva comme son pouvoir sur le même pied que celle d'un roi. On y procéda pas à pas, mais sans relâche. Ce fut l'affaire de 2 ans. On compulsa tous les codes de l'étiquette, on consulta les vieux courtisans et les anciens valets. Comment cela était-il ? Comment cela se faisait-il autrefois ? Telle était la question à l'ordre du jour dans l'intérieur du palais, et l'on en revenait toujours aux us et coutumes du bon temps passé. Autre signe que cette cour était prise très au sérieux en Europe. À la fin de 1802, un agent secret royaliste avertit le comte de Provence en exil de la nouvelle folie du premier consul, qui s'était mis en tête de créer des charges de cour et de singer les usages de Versailles. De Malmaison à Saint-Cloud. La vie de cour ne resta pas confinée aux Tuileries, où le premier consul... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.